après l'international, je vous propose de revenir en France et d'y entamer un petit tour de quelques régions. Vous allez le voir au travers d'expériences ou d'initiatives exemplaires, remarquables dans le domaine de la géotechnique. Alors on va démarrer d'abord avec le sud-ouest et le nord-est ce matin, et nous continuerons cet après-midi avec le sud-est et le nord-ouest. Et on va partir tout de suite dans le sud-ouest avec Thierry Frémont qui va évoquer la problématique de la construction sur des sols compressibles. Thierry Frémont est directeur régional sud-ouest de Géotech. Oui, alors moi je représente le sud-ouest. Donc vous avez vu les membres du CFMS, c'est à peu près 7%. Donc encore moins que les femmes. On va essayer d'être brillant. Pourtant, il y a beaucoup de points particuliers dans le sud-ouest. On aurait pu parler des karstes du Périgord, des argiles gonflantes du Lot-et-Garonne, des molasses et de leur passage sableux de la région toulousaine, de la géologie tourmentée des Pyrénées et ses glissements de terrain. J'ai choisi de faire un focus sur les sols compressibles, qui me paraissait une des caractéristiques du sud-ouest. Donc, on va commencer par une définition d'un sol compressible que je pourrais vous donner. Quelques exemples singuliers, avec deux en particulier, un sur la centrale nucléaire du Blayais et un autre sur le pont de pierre de Bordeaux. En ce moment, les ponts à Bordeaux, c'est quand même quelque chose qui est d'actualité. D'autres exemples seront cités. Je vous proposerai après un mode opératoire d'une étude sur sol compressible. Je pense que c'est important de rappeler certaines bases et certains grands principes sur ces éléments. Alors, voilà la géologie du secteur, donc le bassin aquitain qui est délimité par le Massif central et les Pyrénées. Donc ce bassin aquitain avec une partie très calcaire, Jurassique, Crétacé et Oligocène, une partie, on va dire, molassique avec les dépôts post-orogénèse, une partie sableuse, et trois zones particulières, j'en ai mis trois, mais on pourrait en définir beaucoup plus. Trois zones particulières sur les zones compressibles, qui sont la vallée de la Charente, la vallée de la Dordogne, et de la Garonne se poursuivant sur l'estuaire de la Gironde, et la vallée de l'Adour. Alors, ces sols se caractérisent par trois aspects comportementaux. Donc une déformabilité élevée, qui est fonction de la charge appliquée, et même des fois sans charge, du temps. Donc ce qui provoque des tassements importants à très importants sur les ouvrages construits, et des tassements qui sont longs. Là, quelques exemples sur Bordeaux. Ici, vous avez un bâtiment qui, lui, est fondé sur pieux. On voit bien les têtes de pieux qui sont ici, et le tassement tout autour de la zone compressible. Ici, on a un dépôt de bus aussi sur Bordeaux, avec le tassement, vous voyez ici la référence de la peinture, avec une quarantaine de centimètres de tassement depuis la date de la construction du dépôt de bus. Deuxième élément de définition, si vous voulez, c'est une faible perméabilité qui varie avec la déformation du sol. Donc les tassements sont longs à très longs. On a du fluage qui se produit. Pardon, excusez-moi, j'étais un peu vite. Avec deux exemples, avec un exemple qui est le même. Donc là, on est sur un ouvrage qui n'est pas très vieux, qui a été livré pour une Coupe d'Europe, en fait, et où vous voyez le tassement qui se produit tout autour de l'ouvrage, avec des tassements de 3-4 cm qui se sont produits par des rechargements aussi successifs.
Dernier point et dernière caractéristique pour les sols compressibles, c'est une résistance limitée qui croît en général avec la profondeur. Hein, et ce qui est important, c'est la vérification de la stabilité à court terme. Alors, on va commencer par la centrale nucléaire du Blayais. Hein, c'est un des points pour agrémenter la présentation. Hein. Cette centrale nucléaire du Blayais est représentée par un modèle géotechnique qui peut être celui-ci, avec des remblais de 3,80 m, une argile vasarde de 8,20 m, avec des présences de tourbes qui varient entre 0,20 m et 1,60 m. Hein. Une cohésion de 15 kPa sur ces argiles vasardes, hein, qui augmente progressivement de 1,5 kPa avec le mètre linéaire. Hein. Une compressibilité qui est compris entre 0,7 et 2,8, hein, et un coefficient de consolidation verticale de l'ordre de 1,7 fois 10-8. Bon, c'était pour planter un petit peu les représentations. Hein, donc là, vous voyez, par exemple, un pénétromètre statique, hein, qui a été réalisé. On voit bien la couche de remblai, hein, ici, sur 2,80 m, la présence des argiles vasardes ici, et les sables et graviers sur cette partie-là. Sur une représentation un peu différente, une synthèse de l'ensemble d'essais au pénétromètre sur une zone, hein, où là aussi, on a l'épaisseur de remblai d'environ 3 mètres, hein, la partie argile vasarde, hein, et son augmentation de résistance avec la profondeur, hein, et la partie sable et gravier. Alors sur cette zone-là, on a essayé de faire des ouvrages. Donc là, il y a une digue de 6 mètres qui a été étudiée, hein, anti-inondation. Cette digue-là, sa géométrie ici, qui est ici. Donc il y a un drainage qui a été réalisé avec différentes phases de montée, hein, du remblaiement. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'est les ordres d'idées de tassement, hein, avec des tassements qui vont, suivant où on se positionne sous la digue, entre 60 cm et 1,20 m. Hein, donc on est sur des tassements relativement importants sur ces zones-là. De la même façon, on a essayé de faire un mur anti-inondation, hormis les problématiques de rupture. Vous voyez les tassements qui sont au-delà de 16 à 16 cm, hein, ce qui impose derrière de faire un mur sur micropieux. Donc ça impose de nombreuses contraintes en termes de réalisation. Alors, un deuxième exemple, pour vous parler des sols compressibles, hein, ce deuxième exemple, c'est le pont de pierre, le pont de pierre de Bordeaux. Donc là, c'est une vue de l'ouvrage. Hein. Ce pont mesure 487 mètres de long. Il a 14 mètres 80 de large. Hein. Il possède, 18 arches en maçonnerie de pierre et de briques, hein, avec des ouvertures qui varient entre 20 et 26 mètres de profondeur. Chaque pile reprend une charge d'environ 6000 tonnes. Hein, donc on est sur des charges relativement importantes. Ça, c'est des éléments, des croquis d'époque, hein, de battage, hein, et de l'emprise des appuis. Cet ouvrage repose sur 250 pieux, en fait, en pin, répartis suivant une maille de 0,90 par 0,85, hein, à peu près. Et ces pieux sont ancrés dans les sables et graviers, logiquement. Si on regarde le modèle, le contexte géotechnique, alors de la rive droite, hein, les deux rives sont un petit peu différentes. Une partie donc d'argile vasarde ici en violet, qui fait entre 10 et 15 mètres de profondeur, hein. Une zone de sable et gravier ici qui varie aussi en termes d'épaisseur, et le substratum marno-calcaire. Là, repéré dessus, on a les pieux qui sont ancrés des fois à la limite de la zone sable et gravier, et voire même dans les argiles vasardes selon les relevés qui ont été faits.
Alors cet ouvrage a été suivi en tassement depuis 1822. Ça a permis d'avoir une bonne vue des tassements. Donc les tassements entre 1822 et 1990, au droit de chaque pile, étaient assez variables, hein, avec des tassements pouvant aller jusqu'à 60 cm, hein, et plutôt aux alentours de 10 cm sur la pile 8. En 1990, bon, il a été décidé de faire un confortement, hein, sur ces piles-là, sur les piles 1, 2 et A6. Et là, vous voyez le tassement ici, à partir de 1990 jusqu'à 2007, hein, où on voit que le tassement est fortement réduit. Donc le renforcement de ces piles-là se sont produits entre 1993 et 2002. Hein. Sur chaque pile ont été réalisés 8 micropieux. Chaque micropieux reprend 3 méganewtons, hein, par micropieux, avec un principe ici de 2 rangées de micropieux et de 8 rangées ici sur cette zone-là. Depuis le renforcement, en fait, on a mesuré le tassement différentiel entre appuis, d'appuis concomitants les uns aux autres. Hein. Et ce qu'on peut remarquer ici, c'est que certains appuis, on a un tassement différentiel environ de 2 cm, hein, entre la zone renforcée, la pile numéro 6, et la zone non renforcée de la pile numéro 7. Donc là, de nouveaux renforcements seront certainement à prévoir dans les années futures, ou proches, futures ou proches. D'autres exemples qu'on pourrait citer dans le sud-ouest, hein, sur les zones compressibles. Hein. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, mais il y en a eu beaucoup, et c'est des zones que je pense que pas mal de personnes ont participé sur ces zones-là. Le viaduc de Mousserolles, sur la 63, avec sa zone commerciale Ikea à côté. Les épaisseurs de remblai étaient un petit peu différentes entre le viaduc, où on était plutôt sur des épaisseurs de remblai de 6 à 7 mètres, et la zone Ikea, je crois, 2 têtes, plutôt 3-4 mètres d'épaisseur de remblai, et on arrivait à des tassements de l'ordre de 1,50 m, hein, en termes de mesure, donc on est sur des déformées relativement importantes. Cubzac-les-Ponts, la ligne SGV SEA, avec ses renforcements en inclusion rigide préfabriquée, hein, plutôt dans des zones tourbeuses, qui a été un des projets phares, le LGV SEA, entre Tours et Bordeaux de ces dernières années. De nombreuses digues sur la Charente, hein, avec les renforcements de l'après-Xynthia, hein, énormément de renforcements qui ont été faits sur l'après-Xynthia et qui ont nécessité de construire des ouvrages en terre sur des zones compressibles aussi, avec des précautions particulières. Donc Blaye, les renforcements de la digue de la centrale nucléaire, qui sont aussi là en cours, hein, c'est encore un sujet qui est en cours. Hein. Et puis il y a de nombreux projets, les zones à aménager sur Bordeaux en particulier sont en train de gagner les zones, je vais dire, les plus compressibles, et il y a de nombreux sujets qui vont arriver en termes de renforcement de sol, hein, j'en cite qu'un là ici, le projet Belvédère sur Bordeaux, mais il y en a plusieurs en cours. Alors ce qui est important derrière tout ça, c'est qu'à chaque fois, l'ingénierie géotechnique accompagne les projets, et ça, c'est une chose très très importante dans ce contexte-là. Thierry Frémont, il vous reste normalement 2 minutes. Je vais tenir dans les 2 minutes. Donc je vais aller très vite sur les modes opératoires, puisque chacun les connaît. Donc la première chose, c'est la définition du modèle géotechnique. Donc les entrants. Pour moi, c'est la chose essentielle. Si on a des bons entrants, on fait des bons calculs. Sinon, on peut faire des calculs, mais on n'aura pas grand-chose derrière. Donc, le premier des points, c'est les sondages carottés. Donc là, dans ces terrains-là, c'est relativement compliqué, hein, les pistons stationnaires à réaliser, et un focus sur le transport de l'échantillon
vers le laboratoire. Aussi, là, on a beaucoup de problématiques derrière qui peuvent arriver. Donc, il faut être très, très attentif. Donc, les essais en laboratoire, la partie GTR, des essais très simples. Moi, j'aime bien les teneurs en eau, des choses comme ça, derrière sur ce genre de matériaux, plus des essais mécaniques, essais odométriques, classification GTR. Les essais CPT et sisomètre, pour moi, dans ces terrains-là, c'est les deux essais essentiels. Je ne parlerai pas du Précio, on pourra échanger après sur les essais Précio dans ce genre de terrain. La définition, donc tout ça, ça permet de définir un modèle géotechnique, donc une synthèse morphologique, une synthèse géologique, une analyse statistique et critique des essais in situ, et bien sûr la corrélation des essais les uns aux autres, qui permettent de définir un calcul géotechnique sur deux points essentiels, la stabilité et la rupture, et les études de déformation. On définit ensuite la mise en place des méthodes d'exécution et de renforcement si nécessaire. Un plot d'essai, alors là je fais un petit focus sur le plot d'essai parce que pour moi c'est une chose essentielle, ça permet de recaler l'ensemble des valeurs. Il y en a peu qui se font, il y en a quelques-uns, et on s'aperçoit que en observant les choses réellement, ça permet d'avoir des bonnes données d'entrée et de valider ces données d'entrée. Donc après, le suivi observationnel, l'adaptation pendant la phase chantier, la réception de l'ouvrage, la définition des ouvrages géotechniques. Là-dessus, ce qui est important, c'est que l'ensemble des missions géotechniques G2, G3 et G4 doivent être suivies. Comme dans tous les domaines, mais encore plus dans celui-ci. Le géotechnicien apporte une vraie plus-value au projet. Donc, le Sud-Ouest, pour conclure. Le Sud-Ouest, c'est une terre de zone compressible. Le Sud-Ouest a contribué, malgré ses 7% de représentants, au développement technique de calcul et de construction sur zone compressible. Je ne citerai qu'un exemple, c'est le remblai expérimental du CT de Cubzac-les-Ponts, qui date de 1962. Le Sud-Ouest aussi, par ses projets d'ampleur qui ont permis de mettre en valeur la géotechnique, le LGV SEA en particulier. Et puis le géotechnicien doit être un acteur majeur de l'acte de construire, mais ça je pense que vous en êtes tous convaincus ici. Ce qu'il faut convaincre, c'est à l'extérieur. Et puis, pour finir, venez nous rejoindre dans le Sud-Ouest pour faire monter les taux de représentants au CFMS. Merci beaucoup, Thierry Frémont.